Bismillahirrahmanirrahim. On conclut le cours du syndrome métabolique et lui-même avec le deuxième chapitre concernant les troubles métaboliques, toujours en module d'endocrinologie. Pour les gens qui sont nouveaux, vous allez retrouver tous ces supports dans la description. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Un maximum de partage comme d'habitude et on abordera la prise en charge du SM. Donc le but, c'est le dépistage premièrement du syndrome métabolique et la prévention de complication qui est la plus fréquente, qui est le DT2, qui est le diabète de type 2. Les complications cardiovasculaires qu'on a déjà citées précédemment, j'espère que vous avez les citées dans la deuxième partie. Et notez-vous bien que la prise en charge doit prendre en compte les différentes composantes de ce syndrome métabolique. C'est pour cela que vous êtes censé de garder les pathologies qui sont en association avec ce dernier, la physiopathologie de syndrome métabolique afin de le traiter. Donc on a deux approches comme on a vu au sommaire de ce cours. L'approche premièrement non pharmacologique et deuxième l'approche qui est pharmacologique. Donc premièrement pour l'approche non pharmacologique, donc ce sont des mesures hygiéno-diététiques. C'est l'activité physique premièrement, un équilibre alimentaire qui constitue le début de la prise en charge de ce syndrome qui doit bien sûr être précoce avant d'avoir tombé dans les complications et idéalement préventif. La prise en charge nutritionnelle, elle est basée sur, notez-vous bien, donc je vous invite à prendre note dans cette partie de prise en charge, souvent elle est posée comme thème d'examen. Donc la réduction de la masse abdominale, surtout si le patient il a une obésité androïde, j'espère que vous avez noté. Perte pondérale, cette dernière, malgré que cette dernière elle est modérée, mais elle est durable. Si cette dernière elle est durable, c'est recommandé de 5 à 10% du poids initial. Aussi, diminuant l'apport énergétique global, notamment diminution des glucides et les apports lipidiques. Donc premièrement, pour l'approche non pharmacologique, c'est des mesures hygiéno-diététiques, diminuer toutes les masses grasses, les glucides et les apports énergétiques globaux. Le rôle de l'alimentation, donc la perte de poids, elle est indispensable et efficace même si elle est modérée. Donc encouragez toujours le patient de réduire le poids. Elle améliore la sensibilité à l'insuline premièrement, donc pourrait être prescrire devant traitement de diabète, surtout insulino-résistant. Aussi comme l'activité physique, ça on a vu toujours dans le diabète, puisqu'elle fait principalement aux dépens de la graisse viscérale. Toute activité physique, toute perte de poids, ça va diminuer la graisse viscérale, et cette graisse viscérale, ou bien l'obésité. L'obésité androïde, c'est un facteur de risque cardiovasculaire premièrement et surtout dans le diabète. Ça, on avait vu dans la démarche dans le diabète. Donc là, quelques moyens thérapeutiques, je répète, non pharmacologiques. Donc si on donne l'exemple dans l'obésité abdominale, donc un régime hypocalorique et lutter contre la sédentarité peut être prescrit. Pour l'HTA, réduction pondérale, un régime riche en fruits, en légumes, produits laitiers qui sont allégés, réduction des apports sodés. Donc première barrière ou bien premier arme thérapeutique, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Pour l'hyperglycémie, donc bien sûr, alimentation à un faible index glycémique. Pour l'hypertriglycéridémie, donc l'alimentation à faible charge glycémique. Les acides gras non insaturés, voire monosaturés, c'est le cas des poissons, des huiles de colza. Cholestérol HDL, si il est bas, donc une nutrition riche en acides gras monoinsaturés peut améliorer cet état. Et pour l'insulinorésistance, donc alimentation, donc se rapprochant du style méditerranéen et la réduction pondérale. Donc vous voyez là, les mesures hygiéno-diététiques, la réduction pondérale et l'activité physique sont le premier arme thérapeutique devant un syndrome métabolique. Deuxième moyen thérapeutique, c'est l'arrêt de tabac qui constitue un facteur de risque majeur cardiovasculaire. Donc les fumeurs sont plus à risque de développer une résistance à l'insuline, plus que les non-fumeurs, et par suite un réel diabète. Donc le tabagisme associé aussi à d'autres perturbations du profil lipidique, diminution de l'HDL qui est du bon cholestérol, augmentation de taux de triglycérides, ce
ce qui peut expliquer le risque athérosclérose. Donc, comme le diabète, ça, vous avez vu, donc, tabagisme et HTR sont les deux facteurs de risque. Premièrement, cardiovasculaire, surtout le tabac, c'est un facteur de risque athéromateux. Les études donc, rendent le tabac comme un important facteur de risque qui est modifiable. Donc, on peut faire de sevrage tabagique. Donc, il est donc nécessaire d'instaurer une stratégie pour prévenir l'initiation au tabac et mettre en place un programme de sevrage dans votre prise en charge. Donc, régime alimentaire, arrêt de tabac et troisièmement, le rôle de l'activité physique. Donc, toutes les études sont en faveur que l'activité physique permet de réduire la prévalence du syndrome métabolique. Certains ont conclu que l'impact est très significatif pour l'homme et que pour la femme, autre pour les deux sexes. Donc, premièrement, pour l'approche pharmacologique, régime alimentaire, retenez-vous que les points essentiels, l'arrêt de tabac et l'activité physique. Ça, c'est la triade à prescrire en première intention comme mesure non pharmacologique. Deuxièmement, comme mesure ou bien comme médicament, comme approche pharmacologique, donc plusieurs médicaments ou bien plusieurs agents pharmacologiques sont susceptibles d'améliorer les paramètres constitutifs du syndrome métabolique lorsque les moyens hygiéno-diététiques s'avèrent insuffisants. Donc, je répète toujours, en première intention, traitement de choix, c'est, je répète, les mesures hygiéno-diététiques, activité physique, arrêt de tabac avec régime alimentaire. On passera que qu'au médicament s'il s'agit d'une insuffisance de ces règles hygiéno-diététiques. Mais toutefois, faites attention, aucune molécule n'a l'indication de mise en marché pour le traitement du syndrome métabolique, sauf les molécules donc insulinosensibilisatrices qui occupent la place là de choix. Je répète, on avait vu que le rôle dans l'insulino, il s'agit d'une relation intime entre insulinorésistance et syndrome métabolique. Aucune molécule, elle a l'autorisation là même de la mise en marché. C'est pour cela qu'on traite ce syndrome métabolique comme en traitant une insulinorésistance. Donc l'insulinorésistance, ça on a vu dans la physiopathologie. On va traiter cette dernière avec leurs complications. Pour les médicaments, donc qui vont favoriser la perte de poids, on a premièrement l'orlistat. Donc la voilà toujours à droite en illustration. C'est un inhibiteur de la lipase intestinale. Il réduit l'absorption des graisses ingérées d'environ 30%. La posologie de ce dernier plutôt, ça c'est dans l'illustration, c'est 120 mg 3 fois par jour. Avec cette dernière, il s'agit d'une association d'une amélioration de la tolérance aux glucides, une réduction de l'hyperinsulinisme, diminution de taux de cholestérol et partie indépendante de la perte de poids. Par conséquent, cette molécule influence positivement plusieurs marqueurs du syndrome métabolique qui sont les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, si on résume, premier médicament à administrer, donc bien sûr après que les mesures hygiéno-diététiques ont prescrit et sont insuffisants, c'est l'orlistat, donc l'inhibiteur de la lipase intestinale. Ça c'est premièrement, méthode médicamenteuse. Suite à ça, on peut faire le recours à une chirurgie bariatrique. Voilà la chirurgie bariatrique. Donc, elle est indiquée chez les patients adultes qui présentent les conditions suivantes. Un patient avec un indice de masse corporelle, un BMI immense, supérieur à 40 kg par mètre carré. Ou bien un patient avec un BMI ou un IMC, indice de masse corporelle supérieur à 35, et avec au moins une comorbidité qui peut être améliorée. Donc après la chirurgie, donc ces patients-là, ils doivent subir cette chirurgie bariatrique. Donc ces comorbidités sont l'hypertension artérielle, même que ce dernier il a un indice de masse corporelle de 35. Donc l'hypertension artérielle, syndrome d'apnée de sommeil, les troubles métaboliques, diabète type 2, maladie ostéo-articulaire sévère, ostéopathie ou bien stéopathie non alcoolique. Donc, deuxième modalité thérapeutique pharmacologique, c'est la chirurgie bariatrique. Cette dernière, elle a une indication aussi après un échec de traitement bien conduit pendant 6 à 12 mois.
Bien sûr, elle a une indication lorsque le risque opératoire il est tolérable. Et le patient doit être informé pour les risques compris. Donc, avant de comprendre et accepter la nécessité d'un suivi médico-chirurgical au long cours après cette chirurgie. Donc, on préfère toujours les règles hygiéno-diététiques. Donc, le traitement médical, soit voire chirurgical, donc il a ses effets secondaires et il nécessite un suivi au long cours. D'autres modalités, c'est le traitement de désordre glycémique, toujours dans modalité de traitement. Donc, on a l'indication à la metformine, c'est la première molécule de choix dans le traitement de diabète de type 2, le TT2. Ça, on avait vu dans le cours traitement de diabète type 2. Donc, grâce à son effet sélectif hépatique, donc diminution parallèle de la glycémie et de l'insulinémie, elle est observée. Et une efficacité, et donc une augmentation de l'efficacité d'insuline circulante. Elle est bien meilleure. D'autres molécules peuvent être indiquées, c'est le cas de la carbose. Donc ça, c'est pour le désordre glycémique. Troisièmement, pour le désordre ou bien pour l'hypertension artérielle. Donc la normalisation de ces chiffres tensionnels, elle est primordiale en présence de syndrome métabolique. On note l'association de plusieurs molécules et parfois ces dernières sont nécessaires pour arriver aux objectifs. Pour ces molécules, on peut citer les inhibiteurs de système rénine-angiotensine, les ARA2, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les IEC, et les antagonistes du récepteur AT1. Donc, troisièmement, traiter l'hypertension artérielle devant votre traitement de syndrome métabolique. Et ensuite, ça on avait vu dans le cours de dyslipidémie, traiter la dyslipidémie par, premièrement, soit la fibrate. Donc, la fibrate constitue une bonne classe de traitement de dyslipidémie. Elle est observée au cours du syndrome métabolique, au cours d'une hypertriglycéridémie associée avec une hypo-HDL cholestérolémie. Donc, diminution du bon cholestérol et l'augmentation de taux de triglycérides, ça on avait vu dans le cours précédent, dans les dyslipidémies. C'est une indication à la phenofibrate. D'autres médicaments peuvent être utilisés toujours. Ça, on avait vu dans le dyslipidémie, c'est l'acide nicotinique ou bien la vitamine B3. Donc, elle a un taux, ou bien elle a un effet d'augmentation de taux d'HDL et diminution de taux de triglycérides. Donc, elle peut être utilisée soit seule ou bien en bithérapie avec la statine. Ça, c'est possible. Donc, troisièmement, l'acide nicotinique ou la vitamine B3, toujours pour la dyslipidémie. D'autres modalités de traitement, c'est les statines, donc toujours dans la dyslipidémie. Donc c'est l'effet majeur de ces derniers, c'est diminution du mauvais cholestérol, LDL. Donc c'est pour cette raison, ils ont mis en place dans le traitement du syndrome métabolique. On cite plusieurs molécules dans les statines, donc le rosuvastatine, par exemple. Cette dernière, c'est la molécule la plus utilisée. Donc, elle corrige encore le profil métabolique dans ce syndrome métabolique. Cependant, sa réduction, davantage des complications aussi, des complications cardiovasculaires, malheureusement, n'a pas été prouvée pour le rosuvastatine ou bien pour les statines. Par conséquent, les statines ont une place de choix ou ça, on avait parlé dans la dyslipidémie, donc chez les patients déjà connus diabétiques type 2 et chez ceux avec une légère dysglycémie et un syndrome métabolique. Donc les plus puissants, c'est les fibrates. Tout ça, on avait vu dans le cours de dyslipidémie. Les statines, gardez-vous en tête, ils ont leur indication surtout chez les patients diabétiques de type 2. Dernièrement, pour le traitement, donc traiter les autres facteurs de risque. Donc pour un état pro-thrombotique, vous pouvez associer un anti-agrégant. Le cas, c'est de l'aspirine à faible dose, particulièrement chez des patients qui ont un haut risque cardiovasculaire. Aussi, le syndrome métabolique, il s'accompagne avec une étape pro-inflammatoire. Ça, on avait dit. On lutte avec les INS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, plusieurs molécules ont été testées. Donc, pour réduire le taux de la CRP et diminuer les autres facteurs de risque. Donc, en association de fibrates, de statines, d'acide nicotinique.
et d'autres inhibiteurs de l'antigène carcino-embryonnaire. Donc, pour le traitement médical, donc, les fibrates, les statines, les diurétiques et le traitement des facteurs de risque, on peut noter l'aspirine et les inhibiteurs de l'antigène carcino-embryonnaire. Parmi les complications, je répète, on peut noter un cancer du foie. Donc, dernièrement, il ne nous reste que la conclusion. Donc, le syndrome métabolique suscite un intérêt croissant depuis plusieurs années. Il a une physiopathologie qui est complexe, dans laquelle le tissu adipeux viscéral, l'obésité androïde, c'est un facteur majeur, le plus actif sur le plan métabolique qui joue un rôle majeur. Donc, c'est l'obésité de type androïde. Une politique de promotion d'une meilleure hygiène de vie qui représente le traitement ou bien la prévention qui est le meilleur traitement. Donc, réduire la prévalence et les conséquences de ce syndrome métabolique. Mais on note diverses approches pharmacologiques de plus en plus nombreuses peuvent être également envisagées. Même si la physiopathologie du syndrome reste encore imparfaitement connue, et si le meilleur moyen est de dépister les sujets à risque et encore instaurer des mesures hygiéno-diététiques adéquates, donc il est important que le médecin, le grand public et les pouvoirs politiques soient sensibilisés à cette problématique de santé publique de manière importante. Donc, dernièrement, donc, comme petite conclusion, donc, c'est le rôle de dépistage, traiter et instaurer une mesure hygiéno-diététique afin de limiter, donc, comme vous avez vu, donc c'est le risque cardiovasculaire qui est en train d'accroître, avec une prévalence, on avait vu en Algérie, c'était de 28% de la population, donc ça nécessite un dépistage et un traitement. Donc ça c'est tout pour le syndrome métabolique. On abordera prochainement le chapitre sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Je vous remercie pour votre attention, chers collègues. Merci pour votre attention. Toujours du bon courage dans vos préparations et à la prochaine.